Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Il existe des hommes dont le nom traverse les siècles comme une énigme jamais résolue. Des hommes qui regardaient le monde avec des yeux si différents que leurs contemporains ne savaient pas toujours s'ils avaient affaire à un génie ou à un fou. Léonard de Vinci fut l'un de ces hommes. 500 ans après sa mort, nous contemplons encore ses tableaux avec une fascination mêlée d'inquiétude. Nous déchiffrons ses carnets comme des prophéties venues d'un autre temps. Nous essayons de comprendre comment un seul être humain a pu contenir tant de mondes différents. Mais qui était vraiment cet homme qui signait parfois ses lettres d'un simple Léonard florentin et qui mourut loin de sa patrie dans les bras d'un roi de France? Était-ce un artiste qui s'est égaré dans la science? Un ingénieur déguisé en peintre? Un anatomiste qui utilisait l'art comme prétexte pour explorer les mystères du corps humain? Un inventeur dont les machines n'ont jamais volé de son vivant, mais qui continue de hanter notre imaginaire? Un philosophe de la nature qui préférait le crayon aux mots? La réponse est probablement tout cela à la fois, et bien plus encore. Léonard n'appartenait à aucune catégorie. Il les contenait toutes et les dépassait toutes. Il vivait dans un état permanent d'interrogation, comme si le monde était un gigantesque livre ouvert qu'il fallait lire page après page, sans jamais s'arrêter, sans jamais conclure. Nous aimons ranger les gens dans des cases. Nous disons, celui-ci est peintre, celui-là est scientifique. Mais que faire d'un homme qui passe la matinée à disséquer un cadavre pour comprendre comment fonctionne la main humaine, l'après-midi à dessiner une machine de guerre pour un duc ambitieux, et la soirée à perfectionner le sourire d'une femme sur un panneau de bois? Que faire d'un homme qui refuse de terminer ses œuvres parce qu'il les trouve toujours imparfaites, mais qui remplit des milliers de pages de notes sur des sujets aussi variés que la formation des nuages, le vol des oiseaux, la structure des plantes, l'architecture des canaux, la proportion des membres humains ou la manière dont la lumière se reflète sur l'eau? L'histoire de Léonard de Vinci est celle d'une curiosité sans limite dans un monde qui commençait tout juste à croire que l'homme pouvait comprendre l'univers par l'observation et la raison. C'est l'histoire d'un enfant illégitime né dans un petit village de Toscane qui devint l'ami des princes et des rois. C'est l'histoire d'un gaucher qui écrivait à l'envers et qui voyait dans cette particularité non pas un handicap, mais une manière différente d'organiser le monde. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais vraiment appartenu à aucun lieu, qui a passé sa vie à voyager d'une cour à l'autre, d'un atelier à l'autre, d'un projet à l'autre, toujours en quête de quelque chose qu'il ne nommait jamais clairement, mais qui le poussait sans cesse en avant. Pour comprendre Léonard, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. L'Italie du XVe siècle était un patchwork de cités-États rivales, chacune gouvernée par une famille puissante qui cherchait à affirmer sa suprématie par les armes, le commerce ou la culture. Il n'y avait pas d'Italie unifiée, pas de sentiment national tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y avait Florence, Milan, Venise, Rome, Naples, autant de mondes différents qui se faisaient la guerre, commerçaient entre eux, s'espionnaient mutuellement et se copiaient les uns les autres avec un mélange de rivalité et d'admiration. Florence, la ville qui allait façonner le jeune Léonard, était alors dirigée par la famille Médicis. Ces banquiers devenus princes avaient compris qu'une cité pouvait briller autant par l'éclat de ses artistes que par la force de ses armées. Ils transformèrent de Florence en un laboratoire culturel où peintres, sculpteurs, architectes, philosophes et poètes se côtoyaient dans une émulation permanente. Les rues étaient des galeries à ciel ouvert. Les églises commandaient des fresques monumentales. Les riches marchands voulaient des portraits qui immortaliseraient leur visage.
Les idées circulaient d'un atelier à l'autre, d'un palais à l'autre, portées par des hommes qui croyaient qu'ils assistaient à la renaissance de la grandeur antique, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, une renaissance. Les Italiens du XVe siècle regardaient vers le passé romain avec une nostalgie mêlée d'orgueil. Ils fouillaient la terre pour retrouver des statues anciennes. Ils copiaient des manuscrits grecs et latins. Ils essayaient de comprendre comment les anciens avaient construit leurs temples, sculpté leurs dieux, organisé leurs cités. Mais ils ne se contentaient pas de copier. Ils voulaient aller plus loin. Ils voulaient prouver que l'homme moderne pouvait égaler, voire dépasser, les réalisations de l'Antiquité. Cette ambition électrisait l'air de Florence comme une promesse permanente. Dans ce monde en effervescence, l'art n'était pas seulement une décoration, c'était une science. Les peintres étudiaient la géométrie pour maîtriser la perspective. Les sculpteurs disséquaient des cadavres pour comprendre l'anatomie. Les architectes lisaient Vitruve et Euclide. On ne se contentait plus de représenter le monde de manière symbolique comme au Moyen Âge. On voulait le représenter tel qu'il était, avec ses volumes, ses distances, ses jeux de lumière. On voulait créer l'illusion parfaite, faire croire que la peinture était une fenêtre ouverte sur la réalité. Cette révolution du regard allait profondément marquer le jeune Léonard. Mais il serait faux de croire que ce monde était un paradis d'harmonie et de beauté. L'Italie du Quattrocento était aussi un lieu de violence extrême. Les guerres entre cités étaient permanentes. Les condottieri, ces chefs mercenaires qui louaient leurs services aux plus offrants, ravageaient les campagnes. Les complots politiques se terminaient souvent par des assassinats spectaculaires. La peste revenait par vagues, décimant des quartiers entiers en quelques semaines. Les inégalités sociales étaient immenses. Pour chaque prince éclairé qui commandait un retable à un grand maître, il y avait des milliers de paysans qui vivaient dans une misère noire, des esclaves venus d'Orient ou d'Afrique qui travaillaient dans les palais, des femmes qui n'avaient aucun droit et qui disparaissaient dans le silence de l'histoire. C'est dans ce monde de contraste que naquit, le 15 avril 1452, dans un petit village appelé Vincy, à une trentaine de kilomètres de Florence, un enfant qui allait porter le nom de ce village comme un blason. Léonard, fils de Ser Piero da Vinci, et d'une paysanne nommée Caterina. Un enfant illégitime, ce qui signifiait qu'il n'hériterait pas du statut de son père, qu'il ne pourrait pas suivre la carrière de notaire qui était celle de sa famille depuis plusieurs générations, qu'il serait toujours un peu en marge, un peu à part. Cette naissance en dehors des règles allait paradoxalement lui offrir une liberté que peu d'enfants de son époque connaissaient. Vincy était un bourg perché sur une colline, entouré de vignes, d'oliviers et de forêts de châtaigniers. La maison familiale dominait la vallée de l'Arno. De là, on pouvait voir les montagnes qui fermaient l'horizon au nord, les collines qui se succédaient jusqu'à Florence au sud. Le paysage toscan, avec ses courbes douces, ses cyprès alignés comme des sentinelles, ses fermes isolées qui semblaient flotter dans la brume matinale, devint le premier livre que Léonard apprit à déchiffrer. Il passa son enfance à observer les vols des oiseaux, les mouvements de l'eau dans les ruisseaux, les formes des nuages, les variations de la lumière selon les heures du jour. Cette attention presque obsessionnelle au monde naturel allait devenir la signature de toute son œuvre. Ser Piero reconnut son fils et permit qu'il grandisse dans la maison familiale, élevé par son grand-père Antonio et sa grand-mère Lucia. L'enfant reçut une éducation rudimentaire, lire, écrire, un peu de calcul, mais il n'apprit pas le latin, la langue des savants et des lettrés, ce qui allait lui fermer les portes de l'université et des professions intellectuelles. Léonard en conçut peut-être une certaine amertume,
mais aussi une méfiance envers les livres et l'autorité des anciens. Toute sa vie, il affirma que la véritable connaissance venait de l'expérience directe, de l'observation patiente et non de la lecture des textes anciens. Il se définissait comme un homo senza lettere, un homme sans lettres, et il en faisait presque une fierté. L'enfant dessinait beaucoup, surtout ce qui lui tombait sous la main, des morceaux de papier, des bouts de cuir, des pierres plates. Il dessinait les animaux de la ferme, les visages des paysans, les plantes sauvages, les rochers des collines. Son père, qui voyait là un talent évident, décida vers 1464 de l'envoyer à Florence pour qu'il apprenne un métier. Le choix se porta sur l'atelier d'Andrea del Verrocchio, l'un des sculpteurs et peintres les plus réputés de la ville. À 12 ou 13 ans, Léonard quitta donc la campagne pour la grande cité. Ce fut le début d'une transformation qui ne s'arrêterait jamais. L'atelier de Verrocchio était situé près du Palazzo Vecchio, au cœur de Florence. C'était un lieu bruyant, poussiéreux, grouillant d'activité. Des apprentis broyaient des pigments dans des mortiers de pierre. D'autres préparaient des panneaux de bois, les enduisaient de gesso, une préparation à base de plâtre et de colle. On y travaillait le bronze, on y coulait des statues, on y martelait des armures. L'odeur des vernis se mêlait à celle du métal chauffé. Des esquisses couvraient les murs. Des modèles en terre cuite attendaient d'être agrandis en marbre ou en bronze. Des apprentis copiaient des dessins de maîtres anciens pour apprendre les proportions du corps humain, les drapés des vêtements, les expressions des visages. Verrocchio était un artiste complet. Il sculptait, peignait, travaillait l'orfèvrerie, concevait des décors de fête. Son atelier était une école de toutes les techniques. Les apprentis y apprenaient d'abord les gestes les plus simples, broyer les couleurs, nettoyer les pinceaux, préparer les surfaces. Puis, peu à peu, on leur confiait des tâches plus complexes. Ils peignaient les fonds des tableaux, les ciels, les paysages. Ils sculptaient les parties secondaires des statues. Le maître gardait pour lui les visages, les mains, les détails qui donnaient vie à l'œuvre. C'était un système hiérarchique, mais c'était aussi un système de transmission où le savoir passait du maître à l'élève par l'imitation, la répétition, la correction patiente. Léonard apprit vite, trop vite peut-être. Ses camarades d'atelier remarquaient qu'il ne se contentait pas d'apprendre les techniques. Il les questionnait. Il voulait savoir pourquoi on faisait les choses d'une certaine manière, pourquoi tel pigment était plus stable que tel autre, comment la lumière se comportait sur une surface courbe, pourquoi les ombres n'étaient jamais vraiment noires, mais toujours teintées de couleurs. Il passait des heures à observer les effets de la lumière sur les visages, la manière dont les muscles se tendaient sous la peau, la façon dont les cheveux tombaient en mèches souples ou raides selon leur nature. Il remplissait déjà des cahiers de croquis, des études de mains, de têtes, d'animaux, de plantes. Une anecdote célèbre, rapportée par Giorgio Vasari dans ses vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, raconte comment Léonard surpassa son maître. Verrocchio travaillait sur un tableau représentant le baptême du Christ. Il confia à son jeune apprenti la tâche de peindre un ange à gauche de la composition. Lorsque Verrocchio vit ce que Léonard avait fait, il aurait été si frappé par la beauté et la perfection de cet ange qu'il décida de ne plus jamais toucher un pinceau, considérant qu'il avait été dépassé par son élève. L'histoire est probablement exagérée, comme le sont souvent les histoires rapportées par Vasari, mais elle contient une part de vérité. L'ange de Léonard, avec son visage délicat, ses boucles dorées, son regard tourné vers le haut, dans une expression de grâce paisible, est effectivement d'une qualité supérieure au reste du tableau. Ce qui distinguait déjà le travail de Léonard, c'était une certaine douceur dans les transitions. Il n'aimait pas les contours nets, les séparations brutales entre les formes.
Il développait une technique qu'on appellerait plus tard le sfumato, une manière de fondre les couleurs les unes dans les autres comme une fumée légère, de sorte que les visages semblaient émerger de l'ombre plutôt que d'être découpés dans la lumière. Cette technique donnait à ces personnages une présence mystérieuse, presque vivante. On avait l'impression qu'ils pouvaient se mettre à respirer, à bouger, à parler. C'était une illusion, bien sûr, mais c'était une illusion si puissante qu'elle fascinait tous ceux qui la voyaient. Pendant ces années d'apprentissage, Léonard ne se contentait pas de peindre. Il s'intéressait à tout ce qui se passait dans l'atelier. Quand on coulait une statue de bronze, il voulait comprendre la métallurgie, la température de fusion des métaux, la manière de construire un moule qui ne se briserait pas sous la chaleur. Quand on concevait une machine pour déplacer de lourdes pierres, il étudiait les poulies, les leviers, les engrenages. Quand un musicien passait à l'atelier, il l'écoutait jouer et se mettait à dessiner des instruments de musique améliorés, des lyres avec des formes nouvelles, des flûtes avec des systèmes de clés plus perfectionnés. Son esprit ne connaissait pas de frontières entre les disciplines. Florence, dans les années 1470, était au sommet de sa puissance culturelle. Laurent le Magnifique, le plus célèbre des Médicis, gouvernait la cité avec une combinaison de ruse politique et de générosité envers les arts. Il organisait des fêtes somptueuses, des tournois, des représentations théâtrales. Il écrivait lui-même de la poésie. Son palais était un lieu de rencontre pour les humanistes, les philosophes néo-platoniciens qui essayaient de concilier la pensée de Platon avec le christianisme. Marcille Ficin traduisait les dialogues de Platon en latin. Pic de la Mirandole écrivait sur la dignité de l'homme. Angelo Poliziano composait des vers d'une élégance classique. Tout ce monde se croisait, discutait, débattait dans une atmosphère d'intense créativité intellectuelle. Léonard fréquentait peu ces cercles savants. Son manque de latin l'excluait des discussions philosophiques les plus pointues. Mais il absorbait l'esprit du temps. L'idée que l'homme était au centre de l'univers, qu'il pouvait comprendre les lois de la nature, qu'il était capable de créer des œuvres qui rivalisaient avec celles de Dieu lui-même, cette idée imprégnait Florence et elle imprégna Léonard. Il développait une vision du monde où tout était lié, où les mêmes lois régissaient le corps humain et le mouvement des rivières, où les mêmes proportions harmonieuses se retrouvaient dans l'architecture, la musique, la peinture et la nature. Vers 1476 ou 77, Léonard termina son apprentissage et fut admis à la Guilde des peintres de Florence, la Compagnia di San Luca. Il avait environ 25 ans. Il était désormais un maître à part entière, libre d'accepter des commandes et de tenir son propre atelier. Mais il continua à travailler avec Verrocchio pendant quelques années encore. Les premières œuvres qu'on peut lui attribuer avec certitude datent de cette période. Une annonciation conservée aux offices de Florence montre déjà sa maîtrise de la perspective et son attention aux détails botaniques. Les fleurs au premier plan sont dessinées avec une précision scientifique. L'ange a des ailes qui ressemblent vraiment à des ailes d'oiseau, avec chaque plume à sa place. Mais Léonard était lent, terriblement lent. Il commençait un tableau et le laissait inachevé pendant des mois, voire des années. Il revenait dessus, modifiait un détail, cherchait une nuance de couleur plus exacte, redessinait une main parce qu'elle ne le satisfaisait pas. Cette lenteur agaçait ses commanditaires, qui voulaient leur tableau dans des délais raisonnables. Elle agaçait aussi ses collègues, qui voyaient là une forme d'arrogance ou de paresse. Mais pour Léonard, c'était une nécessité. Il ne pouvait pas se résoudre à livrer une œuvre qu'il jugeait imparfaite. Et comme il jugeait tout toujours imparfait, il ne livrait presque rien. En 1476, un événement étrange marqua sa vie.
Léonard fut accusé, avec 3 autres jeunes hommes, de sodomie. L'accusation fut déposée dans une des boîtes anonymes que Florence mettait à la disposition de ses citoyens pour dénoncer les crimes. L'homosexualité était officiellement interdite et punie par la loi, bien qu'elle fût en réalité assez répandue dans les milieux artistiques florentins. L'affaire fut abandonnée faute de preuves, mais elle laissa une trace. Léonard ne se maria jamais. Il ne semble pas avoir eu de relations amoureuses avec des femmes. Toute sa vie, il s'entoura de jeunes hommes beaux qu'il employait comme assistants ou modèles. La question de sa sexualité a fasciné les biographes, mais elle reste en grande partie un mystère, comme tant d'autres aspects de sa vie privée. Vers 1480, Léonard reçut une commande importante, peindre une adoration des mages pour un monastère près de Florence. Il travailla intensément sur les dessins préparatoires, produisant des esquisses d'une complexité extraordinaire. La composition devait être monumentale, avec des dizaines de personnages, des chevaux, des ruines antiques en arrière-plan, des combats, des processions. Mais le tableau ne fut jamais terminé. On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être Léonard fut-il découragé par l'ampleur de la tâche. Peut-être ses exigences devinrent-elles impossibles à satisfaire, ou peut-être reçut-il une offre plus intéressante ailleurs. Toujours est-il qu'en 1482, à l'âge de 30 ans, Léonard quitta Florence pour Milan. Le départ vers Milan marqua un tournant dans sa vie. Il ne partait pas seul et il ne partait pas les mains vides. Il emportait avec lui une lettre de recommandation pour Ludovic Sforza, dit le Maure, qui gouvernait Milan de fait, bien qu'il ne fût pas encore officiellement duc. Dans cette lettre, Léonard se présentait d'une manière surprenante. Il ne parlait presque pas de ses talents de peintre. Il se décrivait avant tout comme un ingénieur militaire capable de construire des ponts légers et résistants, de concevoir des canons, des mortiers, des catapultes, des navires de guerre, des véhicules blindés. Ce n'est qu'à la fin de la lettre, presque comme une note de bas de page, qu'il mentionnait qu'il savait aussi sculpter et peindre. Cette lettre nous révèle quelque chose d'essentiel sur la manière dont Léonard se voyait lui-même. Il ne voulait pas être simplement un peintre. Il voulait être un homme utile, un homme capable de résoudre des problèmes pratiques, de mettre son intelligence au service d'un prince. Les artistes étaient nombreux en Italie. Les génies universels capables de concevoir des machines, de planifier des systèmes d'irrigation, de fortifier des villes, d'organiser des spectacles, de créer des automates, ces hommes-là étaient rares. Léonard voulait être de ceux-là. Milan, grande cité industrieuse et militaire, lui offrait cette possibilité. Milan était très différente de Florence, plus froide, plus brumeuse, plus austère. Ce n'était pas une ville de banquiers et d'humanistes, mais une ville de soldats et d'artisans. Les Sforza avaient pris le pouvoir par la force et ils le conservaient par la force. Ludovic le Maure était un homme ambitieux, cultivé, mais aussi impitoyable. Il avait écarté son neveu légitime pour s'emparer du duché. Il menait une politique d'alliance complexe avec les autres États italiens et avec la France. Il voulait faire de Milan une cour brillante qui rivaliserait avec Florence et Venise. Pour cela, il avait besoin d'artistes, d'architectes, d'ingénieurs. Léonard arrivait au bon moment. Les premières années à Milan furent une période d'installation. Léonard ouvrit un atelier, recruta des assistants, commença à se faire connaître. Il reçut quelques commandes de portraits. Il travailla sur des projets d'ingénierie pour le duc, même si beaucoup restèrent sur le papier. Il fréquentait la cour, observait, écoutait, dessinait. Il était fasciné par les chevaux. Ludovic Sforza lui confia le projet d'une statue équestre monumentale en l'honneur de son père Francesco Sforza.
Ce devait être la plus grande statue de cheval jamais réalisée, haute de plus de 7 mètres. Léonard passa des années à étudier les chevaux, leurs proportions, leurs mouvements, leurs muscles. Il créa un modèle en terre cuite grandeur nature qui stupéfia tous ceux qui le virent. Mais la statue ne fut jamais coulée en bronze. Le métal destiné à la statue fut réquisitionné pour fabriquer des canons. C'est à Milan que Léonard commença vraiment à tenir ses fameux carnets. Il avait toujours dessiné, mais maintenant, il écrivait aussi. Des notes, des observations, des calculs, des réflexions. Il écrivait de droite à gauche, en écriture miroir, peut-être parce que c'était plus naturel pour un gaucher, peut-être pour garder ses notes secrètes. Il écrivait dans un mélange d'italien toscan et de dialecte lombard, avec une orthographe fantaisiste et une ponctuation presque inexistante. Il ne cherchait pas à produire des textes littéraires. Il cherchait à fixer ses pensées, à garder une trace de ses découvertes, à organiser son savoir. Les carnets de Léonard sont l'un des documents les plus extraordinaires de l'histoire de la pensée humaine. Il y a là des milliers de pages couvertes de dessins et de notes sur tous les sujets imaginables, des études anatomiques d'une précision stupéfiante, des plans de machines volantes, de sous-marins, de parachutes, des observations sur la formation des fossiles dans les montagnes, des réflexions sur la nature de la lumière et de la couleur, des calculs géométriques, des listes de courses, des jeux de mots, des fables qu'il inventait, des copies de textes anciens, des esquisses de tableaux, des caricatures de visages grotesques. Tout se mêle, tout coexiste sans ordre apparent, comme si ces carnets étaient le reflet direct de l'activité bouillonnante de son esprit. Ce qui frappe dans ces carnets, c'est l'absence de séparation entre l'art et la science. Pour Léonard, tout était lié. Comprendre comment un muscle se contracte l'aidait à mieux peindre un bras. Observer comment l'eau tourbillonne autour d'un obstacle l'inspirait pour dessiner les boucles d'une chevelure. Étudier les proportions du corps humain l'amenait à des réflexions sur l'harmonie universelle. Il ne voyait pas le monde divisé en disciplines séparées, il le voyait comme un tout cohérent, régi par des lois qu'il s'agissait de découvrir par l'observation patiente et systématique. En 1483, la peste frappa Milan. L'épidémie fut terrible, des milliers de personnes moururent, les cadavres s'entassaient dans les rues. Ludovic Sforza s'enfuit avec sa cour. Léonard resta et observa. Il observa comment la maladie se propageait, comment elle frappait certains quartiers plus que d'autres. Il en conclut que la concentration des populations dans des rues étroites et insalubres favorisait la contagion. Il dessina des plans pour une ville idéale, aérée, avec des rues larges, des canaux pour évacuer les eaux usées, des places spacieuses. Cette ville ne fut jamais construite, mais elle témoigne de sa vision d'un urbanisme rationnel et hygiénique, plusieurs siècles avant que ses préoccupations ne deviennent courantes. Les carnets montrent aussi son intérêt obsessionnel pour le vol. Léonard était convaincu que l'homme pouvait voler. Il étudiait le vol des oiseaux pendant des heures. Il notait comment les ailes se pliaient et se dépliaient, comment la queue servait de gouvernail, comment le corps se penchait pour tourner. Il dessina des dizaines de machines volantes, certaines inspirées des chauves-souris, d'autres des oiseaux. Il imagina des ailes mécaniques actionnées par des manivelles, des parachutes en forme de pyramide, même une sorte d'hélicoptère primitif. Aucune de ces machines ne vola jamais. Léonard sous-estimait la puissance musculaire nécessaire pour faire décoller un homme. Mais son intuition que le vol était possible était juste, et ses dessins anticipaient de plusieurs siècles les principes de l'aéronautique. En 1494, la guerre éclata en Italie. Charles VIII, roi de France, descendit la péninsule avec une armée pour revendiquer le royaume de Naples. Ludovic Sforza,
dans un calcul politique désastreux, facilita le passage des Français, pensant qu'il pourrait les utiliser contre ses rivaux. Charles VIII traversa l'Italie du nord au sud comme un ouragan. Les États italiens, habitués à des guerres courtoises menées par des mercenaires, découvraient avec terreur la brutalité des armées modernes. Léonard vit passer les troupes françaises. Il dessina leurs armes, leurs uniformes. Il réfléchissait déjà aux moyens de défense, aux fortifications, aux machines de guerre. C'est dans ce contexte troublé que Léonard reçut la commande qui allait produire l'une de ses œuvres les plus célèbres, la Scène. Ludovic Sforza voulait décorer le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grassi. Il confia à Léonard la tâche de peindre la scène du dernier repas du Christ avec ses apôtres. C'était un sujet traditionnel, traité des centaines de fois, mais Léonard allait le transformer complètement. Il commença par observer. Il passait des journées entières dans les rues de Milan à regarder les visages, à noter les expressions, les gestes. Il cherchait des modèles pour chacun des apôtres. Il voulait que chacun ait une personnalité distincte, une réaction différente au moment où le Christ annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Il dessina des dizaines d'études préparatoires. Il fit construire une plateforme dans le réfectoire et commença à peindre directement sur le mur. Mais il n'utilisait pas la technique traditionnelle de la fresque, qui consistait à peindre sur un enduit frais. Cette technique obligeait le peintre à travailler vite, avant que l'enduit ne sèche. Léonard voulait pouvoir revenir sur son travail, corriger, modifier. Il inventa sa propre technique, mélangeant de la tempéra et de l'huile sur un enduit sec. Cette technique lui permettait de travailler lentement avec toutes les subtilités de couleur et de lumière qu'il souhaitait. Malheureusement, elle était très fragile. La scène commença à se dégrader presque immédiatement après sa réalisation. Pendant qu'il travaillait sur la scène, Léonard disparaissait parfois pendant des jours. Le prieur du couvent se plaignait à Ludovic Sforza que le peintre passait son temps à ne rien faire, à contempler le mur pendant des heures sans toucher un pinceau. Ludovic convoqua Léonard pour lui demander des explications. Léonard répondit que les hommes de génie produisaient parfois plus quand ils travaillaient moins, parce qu'ils inventaient des choses dans leur esprit avant de les exécuter. Il ajouta que s'il ne trouvait pas le bon modèle pour le visage de Judas, il utiliserait celui du prieur. L'histoire fit rire le duc, et le prieur cessa de se plaindre. La scène fut dévoilée vers 1498. L'effet fut immédiat et foudroyant. Les contemporains furent stupéfaits par la composition, par la profondeur psychologique des personnages, par la manière dont chaque apôtre réagissait au drame avec un geste, une expression qui lui était propre. Le Christ était au centre, calme et résigné, tandis qu'autour de lui, les apôtres formaient des groupes agités, discutant, protestant, se demandant qui était le traître. Judas s'était placé du même côté de la table que les autres, et non séparé comme dans les représentations traditionnelles. Son visage était dans l'ombre, sa main serrait la bourse contenant les 30 pièces d'argent. Tout le monde comprenait immédiatement qui il était, sans qu'il soit besoin de l'isoler artificiellement. Mais à peine la scène était-elle terminée, que le monde de Léonard s'effondra. Les Français revinrent en Italie. Cette fois, ils venaient en ennemis de Ludovic Sforza. En 1499, Louis XII, nouveau roi de France, envahit le duché de Milan. Ludovic s'enfuit, tenta de reprendre le pouvoir avec l'aide de mercenaires suisses, fut capturé et emmené en France, où il mourut prisonnier quelques années plus tard. Les Français entrèrent dans Milan. Des soldats gascons utilisèrent le modèle en terre cuite du cheval de Léonard comme cible pour s'entraîner au tir à l'arc. L'œuvre fut détruite. Des années de travail réduites à néant en quelques heures. Léonard avait près de 50 ans.
Il avait passé 17 ans à Milan. Il avait produit peu d'œuvres achevées, mais il avait énormément appris, énormément expérimenté. Maintenant, son protecteur était en fuite, son atelier fermé, ses projets abandonnés. Il devait repartir de zéro. Il quitta Milan avec quelques assistants fidèles et ses précieux carnets. Il commença une période d'errance qui allait durer plusieurs années. Mantoue, Venise, Florence à nouveau, puis à travers la Toscane et la Romagne. Il offrait ses services aux princes et aux républiques, proposait des projets d'ingénierie militaire, acceptait quelques commandes de tableaux qu'il ne finissait pas ou à peine. À Venise, en 1500, il présenta un plan pour défendre la ville contre une éventuelle invasion turque. Il proposait de construire un système de portes mobiles qui permettrait d'inonder certaines zones en cas d'attaque. Il dessina aussi un scaphandre qui permettrait à des hommes de marcher sous l'eau pour saboter les navires ennemis. Les Vénitiens écoutèrent poliment, mais ne donnèrent pas suite. Les projets de Léonard étaient souvent trop ambitieux, trop coûteux, ou simplement trop en avance sur les possibilités techniques de l'époque. De retour à Florence en 1501, Léonard retrouva une ville changée. Les Médicis avaient été chassés pendant quelques années par un moine fanatique, Savonarole, qui avait instauré une république théocratique et fait brûler sur des bûchers les vanités, c'est-à-dire les livres, les tableaux, les miroirs, les bijoux, tout ce qui incarnait le luxe et la culture profane. Savonarole avait été lui-même brûlé comme hérétique en 1498. Florence essayait de retrouver un équilibre sous la forme d'une république dominée par les grandes familles marchandes. Dans cette atmosphère tendue, Léonard reprit pied difficilement. Il accepta une commande pour peindre une fresque dans la salle du conseil du Palazzo Vecchio. Le sujet était la bataille d'Anghiari, une victoire florentine contre Milan. En face de lui, sur le mur opposé, Michel-Ange, le jeune prodige de 30 ans, devait peindre une autre bataille. Ce devait être un affrontement de titans. Léonard et Michel-Ange se détestaient. Ils représentaient deux conceptions opposées de l'art. Léonard était tout en subtilité, en nuances, en transition douce. Michel-Ange était tout en puissance, en volume sculpté, en tension musculaire. Leurs personnalités aussi s'opposaient. Léonard était élégant, courtois, réservé. Michel-Ange était bourru, sauvage, obsessionnel. Léonard commença par des dessins préparatoires magnifiques, notamment une étude montrant un enchevêtrement de cavaliers et de chevaux dans une mêlée furieuse. Puis il se mit à peindre sur le mur, utilisant à nouveau une technique expérimentale. Cette fois, le désastre fut immédiat. Les couleurs coulèrent, l'enduit ne tint pas. Léonard abandonna. Michel-Ange, de son côté, ne dépassa jamais le stade du carton préparatoire. Les deux fresques restèrent inachevées, puis furent détruites ou recouvertes. Il ne reste que des copies des dessins préparatoires pour témoigner de ce qui aurait pu être l'un des sommets de l'art de la Renaissance. C'est à cette époque, probablement vers 1503 ou 1504, que Léonard commença à travailler sur le portrait d'une Florentine nommée Lisa Gherardini, épouse d'un marchand de soie appelé Francesco del Giocondo. Ce portrait, qui allait devenir la Joconde ou Mona Lisa, resta avec Léonard jusqu'à sa mort. Il ne le livra jamais au commanditaire. Il continua à y travailler pendant des années, ajoutant des glacis, des touches subtiles, cherchant une perfection qui se dérobait toujours. Que cherchait-il dans ce portrait? Ce n'était pas un visage d'une beauté exceptionnelle. Lisa Gherardini était une femme ordinaire, mère de plusieurs enfants, sans éclat particulier. Mais Léonard voyait quelque chose d'autre. Il voyait la possibilité de capturer non pas seulement un visage, mais un état d'âme, une présence. Le sourire énigmatique, les mains posées l'une sur l'autre, le paysage fantastique en arrière-plan avec ses rochers,
ces chemins sinueux, ces étendues d'eau qui semblent exister dans un autre monde, tout cela créait une atmosphère de mystère qui fascinait et fascine encore. La Joconde n'est pas un portrait comme les autres. C'est une méditation sur la nature humaine, sur le temps qui passe, sur la relation entre l'homme et le monde naturel. Le sfumato atteint dans ce tableau un degré de perfection jamais égalé. Les contours se dissolvent dans une brume légère. On ne sait pas exactement où finit le visage et où commence l'air qui l'entoure. Les yeux semblent suivre le spectateur, quel que soit l'angle sous lequel on regarde le tableau. Le sourire change selon la lumière, selon l'humeur de celui qui regarde. Parfois il semble bienveillant, parfois ironique, parfois mélancolique. Cette ambiguïté n'est pas un défaut, c'est le but recherché. Léonard voulait créer quelque chose de vivant, quelque chose qui ne se laisse pas réduire à une interprétation unique. Pendant qu'il travaillait sur la Joconde, Léonard accepta une mission d'un genre tout différent. En 1502, César Borgia, le fils du pape Alexandre VI et l'un des hommes les plus redoutés d'Italie, l'engagea comme ingénieur militaire. César Borgia était en train de conquérir la Romagne, une région au centre de l'Italie. Il avait besoin de quelqu'un capable d'inspecter ses forteresses, de concevoir de nouvelles fortifications, de planifier des sièges. Léonard accepta et passa plusieurs mois à voyager à travers les territoires de Borgia, dessinant des cartes d'une précision remarquable, proposant des améliorations aux défenses des villes. Cette collaboration avec l'un des personnages les plus controversés de son temps a intrigué les historiens. Comment Léonard, homme pacifique et contemplatif, pouvait-il travailler pour un tyran sanguinaire? La réponse est probablement simple, Léonard avait besoin d'argent et de protection, et César Borgia payait bien. De plus, l'ingénierie militaire fascinait Léonard. C'était un défi technique immense. Il ne voyait peut-être pas de contradiction entre son horreur de la violence et son plaisir à concevoir des machines de guerre. Pour lui, c'était un problème abstrait, un jeu de l'esprit. Que ces machines puissent tuer des gens était secondaire par rapport au plaisir intellectuel de les inventer. Mais la collaboration fut de courte durée. En 1503, César Borgia commença à perdre son pouvoir. Son père, le pape, mourut, et le nouveau pape était son ennemi. Les territoires conquis se révoltèrent. En quelques mois, l'empire de Borgia s'effondra. Léonard se retrouva à nouveau sans protecteur stable. Il retourna à Florence, où il partagea son temps entre des projets d'ingénierie civile et son travail de peintre. Un de ses projets d'ingénierie était particulièrement ambitieux, détourner le cours de l'Arno pour priver Pise, ville ennemie de Florence, de son accès à la mer et de son approvisionnement en eau. Léonard dessina des plans détaillés, calculant le volume de terre à déplacer, la pente nécessaire pour que l'eau coule, le tracé du nouveau canal. Le projet fut commencé, mais tourna au désastre. Les calculs de Léonard étaient corrects en théorie, mais il n'avait pas pris en compte la réalité du terrain, les crues soudaines, la résistance des habitants. Le chantier fut abandonné après avoir coûté une fortune et causé des inondations dévastatrices. Ce fut l'un des rares échecs publics de Léonard, et il en fut profondément humilié. Les années passaient. Léonard approchait de la soixantaine. Il était toujours beau, avec sa longue barbe et ses cheveux qui tombaient sur ses épaules, ses vêtements élégants d'un rose pastel qu'il affectionnait, sa démarche noble. Mais il sentait le poids du temps. Ses mains tremblaient parfois. Ses yeux se fatiguaient plus vite. Il avait produit si peu de tableaux achevés, tant de projets abandonnés, tant d'idées qui resteraient dans ses carnets sans jamais prendre forme concrète. Était-ce de la procrastination, du perfectionnisme maladif,
ou simplement la conséquence d'un esprit qui allait trop vite, qui s'intéressait à trop de choses pour jamais en finir aucune. En 1506, Charles d'Amboise, gouverneur français de Milan, invita Léonard à revenir dans la ville où il avait passé les meilleures années de sa vie. Léonard accepta avec soulagement. Florence ne lui avait apporté que des déceptions. Milan, même sous domination française, restait une ville d'ingénieurs et de constructeurs où ses talents seraient appréciés. Il s'installa à nouveau dans la ville, retrouva certains de ses anciens assistants, ouvrit un atelier. Il travailla sur des projets d'hydraulique pour améliorer les canaux d'irrigation de la Lombardie. Il conçut des décors pour des fêtes princières. Il donna des conseils pour l'agrandissement de la cathédrale. Mais le monde changeait. L'Italie n'était plus le centre du monde comme au XVe siècle. Les grandes puissances européennes, la France et l'Espagne surtout, se disputaient le contrôle de la péninsule. Les guerres étaient plus brutales, plus dévastatrices. Les villes italiennes perdaient leur indépendance les unes après les autres. Rome elle-même fut mise à sac en 1527 par les troupes impériales de Charles Quint. Le temps des petites cours brillantes et des princes éclairés était en train de se terminer. Un nouvel âge commençait, plus dur, plus violent, dominé par les États-nations et leur logique de puissance. Léonard continuait à remplir ses carnets. Son intérêt pour l'anatomie devint obsessionnel. Il obtint l'autorisation de disséquer des cadavres à l'hôpital Santa Maria Nuova de Florence, puis dans d'autres hôpitaux. Il disséqua une trentaine de corps au cours de sa vie, peut-être plus. Il les dessinait avec une précision extraordinaire, montrant les muscles couche par couche, les os, les nerfs, les vaisseaux sanguins. Il fut le premier à représenter correctement la colonne vertébrale avec ses courbures naturelles. Il dessina le cœur et ses valves. Il étudia l'œil et comprit que l'image se formait sur la rétine de manière inversée. Il observa un fœtus dans l'utérus et le dessina avec une exactitude qui stupéfia les anatomistes modernes lorsqu'ils découvrirent ses dessins des siècles plus tard. Mais Léonard n'était pas un savant au sens moderne du terme. Il ne publiait rien. Il ne participait pas à un débat scientifique. Il ne construisait pas de théorie générale. Il observait, il dessinait, il notait ses impressions. Ses découvertes anatomiques restèrent enfermées dans ses carnets et n'eurent aucune influence sur le développement de la médecine. C'était la limite de sa méthode. Aussi brillante qu'elle fût, elle restait solitaire, secrète, coupée du monde. Léonard était un génie isolé, pas un scientifique qui s'inscrivait dans une tradition collective de recherche et de validation. Il s'intéressait aussi de plus en plus à la géologie. Il avait remarqué, lors de ses voyages dans les montagnes, la présence de coquillages fossiles à des altitudes très élevées. Comment expliquer cela? L'explication courante était que ces coquillages avaient été déposés là par le déluge biblique. Mais Léonard n'était pas convaincu. Il calculait que 40 jours de pluie ne suffiraient pas à recouvrir les plus hautes montagnes. De plus, les fossiles étaient répartis en couches distinctes, comme s'ils correspondaient à différentes époques. Il en conclut que ces montagnes avaient autrefois été sous la mer et que la Terre avait subi des transformations lentes sur des périodes immenses. C'était une intuition géniale qui anticipait de plusieurs siècles les théories géologiques modernes, mais encore une fois, elle resta dans ses carnets sans être partagée. En 1513, Léonard partit pour Rome. Le pape Léon X, un Médicis, venait d'être élu. Son frère, Julien de Médicis, offrit à Léonard une pension et un logement au Vatican. Léonard espérait peut-être obtenir des commandes importantes. Rome était alors le centre de l'activité artistique en Italie. Michel-Ange venait de terminer le plafond de la chapelle Sixtine.
Raphaël décorait les appartements pontificaux. Bramante construisait la nouvelle basilique Saint-Pierre. C'était une effervescence créatrice extraordinaire. Mais Léonard, à 61 ans, ne faisait plus vraiment partie de ce monde. Il était perçu comme un vieux maître, certes respecté, mais dépassé. Le style avait changé. On aimait maintenant les compositions monumentales, les couleurs vives, les figures héroïques. Le sfumato délicat de Léonard semblait appartenir à une autre époque. De plus, sa réputation de ne jamais terminer ses œuvres le précédait. Le pape ne lui confia aucun projet majeur. Léonard passa son temps à des expériences diverses. Il essayait de fabriquer un vernis parfait, il disséquait des animaux, il observait le vol des oiseaux dans la campagne romaine, il concevait des miroirs paraboliques pour concentrer la lumière solaire. Un incident révèle son isolement croissant. Un assistant allemand l'accusa de pratiquer la nécromancie parce qu'il disséquait des cadavres. Une enquête fut ouverte. Léonard dut se justifier. L'affaire fut classée, mais elle laissa un goût amer. À Rome, ville de la papauté, les dissections anatomiques étaient vues avec suspicion. Léonard se sentait de plus en plus étranger dans cette Italie transformée par les guerres et par la réforme protestante qui commençait à ébranler l'Europe. En 1515, Julien de Médicis mourut. Léonard perdit son protecteur. Il avait 63 ans. Aucun projet en cours. Peu de perspectives. C'est alors qu'arriva une invitation qui allait changer la fin de sa vie. François Ier, jeune roi de France qui venait de reconquérir Milan en battant les Suisses à Marignan, admirait passionnément Léonard. Il lui offrit de venir vivre en France avec une pension généreuse et sans obligation particulière. Léonard accepta. En 1516, il quitta l'Italie pour toujours. Le voyage à travers les Alpes fut difficile. Léonard était vieux, fatigué. Il emportait avec lui quelques tableaux, dont la Joconde et une Sainte-Anne qu'il n'avait jamais finis. Il emportait surtout ses carnets, des milliers de pages accumulées pendant des décennies. Il était accompagné par son élève et compagnon le plus fidèle, Francesco Melzi, un jeune homme de famille noble qui lui était dévoué comme un fils et qui resterait avec lui jusqu'à la fin. François Ier installa Léonard au manoir du Clou, aujourd'hui appelé Château du Clos-Lucé, près du château royal d'Amboise, où le roi séjournait fréquemment. C'était une belle demeure de briques roses, confortable, entourée de jardins. Léonard y disposait d'un atelier spacieux. Il recevait une pension annuelle de 1000 écus, une somme considérable qui lui assurait une fin de vie sans souci matériel. Le roi venait souvent lui rendre visite. Il l'écoutait parler pendant des heures, fasciné par l'étendue de ses connaissances et par la beauté de ses dessins. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, François Ier ne considérait pas Léonard seulement comme une curiosité ou un trophée. Il lui confia des projets réels. Léonard travailla sur les plans d'un nouveau palais royal à Romorantin. Il conçut un système de canaux pour relier la Loire au Rhône. Il organisa des fêtes somptueuses pour célébrer les victoires du roi ou les mariages princiers. Pour l'une de ces fêtes, en 1518, il créa un automate en forme de lion qui marchait vers le roi, ouvrait sa poitrine et en faisait jaillir des fleurs de lys. Ces spectacles fascinaient la cour, mais sa santé déclinait. Sa main droite était partiellement paralysée, probablement à la suite d'une attaque cérébrale. Il ne pouvait plus peindre, bien qu'il pût encore dessiner de la main gauche. Il passait ses journées à mettre en ordre ses carnets, à dicter des notes à Melzi, à recevoir des visiteurs curieux, de rencontrer le célèbre maître italien. Le cardinal Louis d'Aragon vint le voir en octobre 1517 et laissa un témoignage. Il décrit Léonard comme un vieil homme de plus de 70 ans, avec une barbe longue et blanche,
qui lui montra 3 tableaux d'une beauté extraordinaire et des carnets remplis de notes sur l'anatomie, l'hydraulique, la géologie, et bien d'autres sujets. Le cardinal fut impressionné par la diversité des intérêts de Léonard, mais il nota aussi avec une certaine tristesse que sa main paralysée ne lui permettait plus de produire d'œuvres nouvelles. Léonard savait qu'il allait mourir. Il dicta son testament le 23 avril 1519. Il laissait ses carnets et ses manuscrits à Francesco Melzi. Il laissait de l'argent à ses serviteurs et aux pauvres de la paroisse. Il demandait qu'on célèbre des messes pour le repos de son âme dans 3 églises différentes. Il léguait ses tableaux au roi de France, qui les accepta et les conserva. La Joconde entra ainsi dans les collections royales françaises, et c'est pour cela qu'elle se trouve aujourd'hui au Louvre et non dans un musée italien. Selon la tradition, rapportée par Vasari mais probablement embellie, Léonard serait mort dans les bras de François Ier le 2 mai 1519. C'est une belle image, celle du jeune roi tenant dans ses bras le vieux génie qui s'éteint doucement. Mais les historiens ont montré que François Ier était probablement ailleurs ce jour-là. Léonard mourut entouré de Francesco Melzi et de quelques serviteurs fidèles. Il avait 67 ans. Il fut enterré dans l'église Saint-Florentin d'Amboise. Son tombeau fut détruit pendant les guerres de religion au XVIe siècle, et on ne sait pas exactement où reposent ses restes. Après sa mort, Francesco Melzi retourna en Italie avec les carnets de Léonard. Il essaya de les organiser, de les faire publier, mais la tâche était immense. Les notes étaient dans un désordre apparent, écrites en miroir, en dialecte, souvent illisibles. Melzi réussit à compiler un traité sur la peinture à partir des notes de Léonard, qui fut publié bien plus tard et qui eut une influence considérable sur la théorie de l'art. Mais la majeure partie des carnets resta inédite. Après la mort de Melzi, les carnets furent dispersés. Ses héritiers ne comprenaient pas la valeur de ces vieux papiers couverts de gribouillis. Certains furent vendus, d'autres donnés, d'autres encore simplement jetés. Des collectionneurs les achetèrent. Des princes en firent l'acquisition pour leur bibliothèque. Pendant des siècles, ils circulèrent à travers l'Europe, souvent sans qu'on sache vraiment qui les avait écrits. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on commença à rassembler ces fragments, à les étudier systématiquement, à comprendre l'étendue du génie de Léonard. Aujourd'hui, il reste environ 5000 pages des carnets de Léonard, dispersés dans diverses collections à travers le monde. La Bibliothèque royale de Windsor en possède une grande partie. Le Codex Atlanticus, la plus grande collection de ses dessins et notes, se trouve à la Bibliothèque ambrosienne de Milan. Le Codex Leicester, qui contient ses observations sur l'eau et la géologie, appartient à Bill Gates, qui l'a acheté aux enchères pour plus de 30 millions de dollars. D'autres fragments sont à Paris, à Madrid, à Turin, à Londres. On estime qu'environ les 2/3 des carnets originaux ont disparu. Que contenaient-ils? Nous ne le saurons jamais. L'influence de Léonard sur l'art fut immédiate mais limitée dans le temps. Ses élèves directs, comme Melzi ou Boltraffio, reprirent son style, son sfumato, sa manière de composer. Mais dès la génération suivante, la mode avait changé. Le maniérisme, puis le baroque, imposèrent d'autres esthétiques. La Joconde devint célèbre, mais plutôt comme une curiosité que comme un modèle à suivre. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec les romantiques, que Léonard redevint une figure majeure. On découvrit alors ses carnets, on comprit l'étendue de son génie scientifique, on fit de lui le symbole de l'homme universel, de la Renaissance. Cette image de Léonard comme génie universel est en partie exacte, mais elle est aussi en partie un mythe construit a posteriori. Léonard n'était pas universel au sens
où il aurait excellé dans tous les domaines. Il ne savait pas le grec ni le latin. Il n'était pas philosophe, il n'était pas mathématicien au sens technique du terme, même s'il utilisait la géométrie. Il n'était pas écrivain, malgré ses milliers de pages de notes. Ce qu'il était, c'était un observateur extraordinaire, doublé d'un dessinateur de génie. Il voyait le monde avec une acuité visuelle exceptionnelle, et il savait traduire ce qu'il voyait en images d'une clarté et d'une beauté stupéfiantes. Ses inventions, qu'on présente souvent comme des anticipations géniales de l'avenir, étaient en réalité rarement originales dans leurs principes. Les machines volantes inspirées des oiseaux avaient déjà été imaginées avant lui, les sous-marins aussi. Les chars blindés, les parachutes, les mitrailleuses à répétition, tous ces engins avaient des précédents dans la littérature technique médiévale. Ce qui était génial chez Léonard, c'était sa manière de dessiner ces machines, de les représenter de façon si convaincante qu'on avait l'impression qu'elles pouvaient vraiment fonctionner. C'était un extraordinaire visualisateur d'idées. De même, ces découvertes anatomiques, aussi remarquables soient-elles, n'eurent aucun impact sur le développement de la médecine puisqu'elles restèrent cachées dans ses carnets. Vézal, quelques décennies plus tard, établit l'anatomie moderne sur des bases scientifiques en publiant ses observations. Léonard, lui, ne publia rien. C'était un chercheur solitaire qui travaillait pour son propre plaisir, pas un scientifique au sens moderne qui contribue à un effort collectif de connaissance. Alors pourquoi est-il devenu une telle icône? Pourquoi continuons-nous, 500 ans après sa mort, à être fascinés par cet homme? Peut-être justement à cause de cette solitude, de cette marginalité. Léonard n'appartenait à aucune école, à aucune tradition. Il était lui-même. Il suivait sa propre curiosité sans se soucier de ce qui était utile ou reconnu. Dans un monde de plus en plus spécialisé, où chacun est sommé de choisir une voie et de s'y tenir, Léonard représente la possibilité d'une vie menée selon d'autres règles. Il nous rappelle qu'il est possible d'être à la fois artiste et scientifique, technicien et poète, observateur et rêveur. Il nous fascine aussi par son mystère. Malgré tout ce que nous savons sur lui, malgré les milliers de pages de notes qu'il a laissées, il reste insaisissable. Nous ne savons presque rien de sa vie intime. Aimait-il vraiment et qui? Quelles étaient ses convictions religieuses profondes? Était-il heureux? Regrettait-il ses œuvres inachevées? Souffrait-il de cette impossibilité où il semblait être de terminer ce qu'il commençait? Toutes ces questions restent sans réponse. Les carnets nous montrent son esprit au travail, mais ils ne nous montrent pas son cœur. Le sourire de la Joconde est devenu le symbole de cette énigme. Depuis 500 ans, des millions de personnes se sont arrêtées devant ce tableau pour essayer de comprendre ce sourire. Est-il bienveillant ou moqueur? Sage ou énigmatique? Heureux ou mélancolique? Chacun y voit quelque chose de différent. Et c'était peut-être exactement ce que Léonard cherchait, créer une image qui ne se laisse jamais réduire à une interprétation unique, qui reste toujours ouverte, toujours mystérieuse, comme la vie elle-même. La Joconde est aujourd'hui le tableau le plus célèbre du monde. Des millions de visiteurs viennent chaque année au Louvre pour la voir. Ils se massent devant elle, la photographie essaie de percer son secret. Cette célébrité n'a cessé de croître depuis le 19e siècle. Elle a été volée en 1911 par un vitrier italien qui voulait la ramener en Italie. Le vol fit la une de tous les journaux du monde. Quand le tableau fut retrouvé 2 ans plus tard, la foule se pressa pour le revoir. La Joconde était devenue bien plus qu'un tableau. Elle était devenue une icône de la culture occidentale, un symbole de la beauté et du mystère, l'incarnation même de l'art. Mais cette célébrité
a aussi un coût. Il est devenu presque impossible de voir vraiment le tableau. Derrière sa vitre blindée, au milieu de la foule des touristes qui se bousculent pour prendre un selfie, la Joconde est devenue une attraction touristique plus qu'une œuvre d'art. On ne la regarde plus vraiment, on vient simplement constater qu'on l'a vue. Léonard, qui passait des heures à observer les moindres variations de la lumière sur un visage qui cherchait à capturer l'insaisissable, aurait probablement été horrifié de voir son œuvre transformée en produit de consommation culturelle de masse. Pourtant, malgré cette surexposition, le tableau garde son pouvoir. Même reproduit des millions de fois, même parodié, caricaturé, détourné, il conserve quelque chose d'irréductible. Ceux qui prennent le temps de le regarder vraiment, qui parviennent à faire abstraction de la foule et du mythe, sont encore frappés par cette présence étrange qui émane du visage de Lisa Gherardini. Comment Léonard a-t-il réussi cela? En superposant des dizaines de couches de glacis si fines qu'elles sont presque invisibles, en effaçant toute trace de pinceau, en créant une surface d'une douceur absolue où le regard glisse sans jamais rencontrer d'obstacle. C'est une prouesse technique extraordinaire, mais c'est aussi plus que cela, c'est de l'alchimie. Les autres tableaux de Léonard sont moins célèbres, mais pas moins remarquables. La Dame à l'hermine, portrait de Cecilia Gallerani, maîtresse de Ludovic Sforza, est d'une élégance parfaite. La Vierge au rocher, dont il existe deux versions, montre des personnages qui semblent émerger d'une grotte sombre, baignée d'une lumière mystérieuse. La scène, malgré son état de conservation désastreux, reste l'une des compositions les plus puissantes de l'histoire de l'art. Saint Jean-Baptiste, l'un des derniers tableaux de Léonard, montre un jeune homme androgyne qui pointe vers le ciel avec un sourire ambigu. Tous ces tableaux partagent cette qualité insaisissable qui est la marque de Léonard, une présence qui semble aller au-delà de la simple représentation. Mais au final, Léonard a-t-il peint plus de 15 tableaux achevés dans toute sa carrière? C'est extraordinairement peu pour un peintre de cette époque. Ses contemporains produisaient des dizaines, parfois des centaines d'œuvres. Raphaël mourut à 37 ans et laissa une production immense. Michel-Ange vécut 89 ans et créa sans interruption jusqu'à sa mort. Titien, Tintoret, tous les grands peintres de la Renaissance étaient des travailleurs acharnés qui produisaient sans cesse. Léonard, lui, était lent, hésitant, toujours insatisfait. Ses commanditaires se plaignaient, ses contemporains le critiquaient. Vasari, qui admirait son génie, regrettait qu'il n'ait pas accompli plus. Faut-il le regretter? Ou faut-il au contraire voir dans cette lenteur, dans cette incapacité à conclure, quelque chose d'essentiel à la nature même de Léonard? Peut-être ne pouvait-il pas faire autrement. Peut-être son génie résidait-il justement dans cette impossibilité de se satisfaire du résultat, dans cette quête infinie d'une perfection qui se dérobait toujours. Un artiste prolifique produit beaucoup parce qu'il a trouvé une formule qui fonctionne et qu'il la répète avec des variations. Léonard ne voulait pas de formule, il voulait réinventer à chaque fois, il voulait aller toujours plus loin. Et cela prenait du temps, infiniment de temps. Ses carnets montrent cette impossibilité de s'arrêter. Il revenait sans cesse sur les mêmes sujets. Il dessinait des dizaines de fois le même motif, cherchant à chaque fois une solution légèrement différente. Ses études de chevaux pour la statue de Sforza sont innombrables. Ses dessins de drapés sont des centaines. Ses croquis de machines volantes se comptent par dizaines. On a l'impression d'un esprit qui ne peut jamais se reposer, qui est condamné à chercher sans jamais trouver, ou plutôt à trouver sans cesse de nouvelles questions qui annulent les réponses précédentes. Cette manière de fonctionner était probablement épuisante. Les témoignages le décrivent parfois comme mélancolique.
Il traversait des périodes où il ne travaillait pas, où il restait simplement assis à regarder dans le vide. Était-ce de la dépression, de la fatigue, ou simplement des moments nécessaires où son esprit digérait tout ce qu'il avait observé? Nous ne le savons pas. Mais il est clair que cette intensité de pensée, cette incapacité à laisser le monde tranquille, à accepter les choses telles qu'elles sont, avait un prix. Léonard n'eut jamais de famille au sens traditionnel, pas de femme, pas d'enfant. Ses liens affectifs étaient avec ses élèves, particulièrement avec Salahi, un jeune homme qu'il recueillit adolescent et qui resta avec lui pendant 25 ans. Salahi, de son vrai nom, Gian Giacomo Caprotti, était décrit par Léonard lui-même comme un voleur, un menteur, un glouton. Pourtant, il le garda à son service, lui pardonna tout, le traita presque comme un fils. Salahi apparaît dans de nombreux dessins de Léonard, toujours beau, toujours jeune. On pense que c'est lui qui servit de modèle pour le Saint Jean-Baptiste et peut-être pour d'autres figures androgynes qui peuplent l'œuvre de Léonard. Ses relations avec de jeunes hommes beaux, l'absence de femmes dans sa vie personnelle, tout cela a alimenté les spéculations sur la sexualité de Léonard. Était-il homosexuel? Probablement. Était-il dans le déni? Probablement pas. À son époque, l'homosexualité masculine était relativement répandue dans les milieux artistiques italiens, même si elle était officiellement condamnée. On fermait les yeux tant que cela restait discret. Léonard semble avoir vécu cette partie de sa vie avec une relative sérénité, du moins autant que les sources nous permettent d'en juger. Ce qui est certain, c'est que son regard sur le corps humain était celui d'un anatomiste autant que d'un artiste. Quand il dessinait un corps nu, il voyait d'abord des muscles, des os, des articulations. Ses dessins érotiques, et il en fit quelques-uns, sont plus anatomiques que sensuels. Il était fasciné par le fonctionnement du corps, par sa mécanique interne. L'acte sexuel lui-même l'intéressait d'un point de vue scientifique. Il dessina des coupes du coït, montrant les organes génitaux en action avec la même froideur clinique qu'il aurait mis à dessiner un système de poulies. Cette distance, cette capacité à regarder le monde et les êtres humains avec l'œil d'un observateur neutre, était à la fois sa force et peut-être sa limite. Elle lui permettait de voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Mais elle créait aussi une barrière entre lui et les autres. On a l'impression, en lisant ses notes, en regardant ses dessins, qu'il était toujours légèrement en retrait, toujours en train d'observer plutôt que de participer pleinement. C'était le prix de son génie, une forme de solitude essentielle. Pourtant, il aimait la compagnie. Les témoignages le décrivent comme un excellent conversateur, spirituel, cultivé, capable de parler de tout. Il aimait la musique et jouait de la lyre. Il organisait des dîners pour ses amis. Il aimait les beaux vêtements, les parfums, l'élégance. Il n'était pas du tout l'image du savant austère et renfermé. C'était un homme du monde, un courtisan qui savait plaire aux princes. Mais sous cette surface aimable, il y avait toujours cette distance, ce regard qui analysait, qui classait, qui cherchait à comprendre. Ces carnets contiennent aussi des fables, des jeux de mots, des devinettes. Il aimait jouer avec les mots, créer des rébus, des énigmes visuelles. Il avait un sens de l'humour caustique. Il se moquait des prétentions humaines, de la vanité des hommes qui se croient maîtres de la nature, alors qu'ils n'en comprennent presque rien. Il écrivait des prophéties satiriques, qui étaient en fait des descriptions d'activités quotidiennes présentées de façon apocalyptique. Par exemple, on verra des hommes marcher sans bouger, parler avec des gens qui ne sont pas là, entendre des voix venues de loin. Il parlait bien sûr des voitures, des lettres, des échos, mais présentés comme des miracles ou des catastrophes. Cela devenait drôle et légèrement inquiétant.
Cette ironie, cette capacité à prendre du recul par rapport aux certitudes de son époque, était rare. La plupart de ses contemporains croyaient fermement aux doctrines religieuses, à l'astrologie, aux présages, à toutes sortes de superstitions. Léonard, lui, était sceptique. Il ne croyait que ce qu'il pouvait observer et vérifier. Il se moquait des alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or. Il critiquait les médecins qui prescrivaient des remèdes sans comprendre comment fonctionnait le corps. Il raillait les astrologues qui prétendaient lire l'avenir dans les étoiles. Cette attitude critique, cette exigence de preuve, faisait de lui un précurseur de l'esprit scientifique moderne. Mais il ne faut pas exagérer son modernité. Léonard restait un homme de son temps à bien des égards. Il croyait à certaines théories anciennes, comme celle des 4 humeurs qui régissaient le corps humain. Il pensait que l'eau était l'élément fondamental de la nature et qu'elle circulait dans le corps de la terre comme le sang dans le corps humain, par un système de veines souterraines. Cette vision organiciste de la Terre était poétique, mais scientifiquement fausse. Il croyait aussi à la génération spontanée, l'idée que certains animaux pouvaient naître directement de la matière en décomposition. Il n'était pas infaillible. Personne ne l'est. Ce qui le distinguait, c'était sa méthode. Il partait toujours de l'observation directe. Il ne se fiait jamais aux autorités, aux livres anciens, aux opinions reçues. Il voulait voir par lui-même. Et quand il observait, il le faisait avec une attention et une patience extraordinaires. Il pouvait passer des heures à regarder l'eau couler, à noter comment elle formait des tourbillons, comment elle se comportait différemment selon la vitesse du courant, la forme du lit de la rivière, les obstacles qu'elle rencontrait. Ces observations, il les traduisait en dessins d'une beauté graphique stupéfiante, où les flux d'eau ressemblaient à des chevelures bouclées, à des spirales végétales, comme si toute la nature obéissait au même principe de mouvement et de forme. Cette vision unifiée de la nature est peut-être ce qu'il y a de plus profond dans la pensée de Léonard. Pour lui, tout était lié. Les mêmes lois gouvernaient le microcosme et le macrocosme. Le corps humain était un petit monde qui reflétait le grand monde. Les ramifications des veines dans le corps ressemblaient aux ramifications des rivières dans le paysage. Les turbulences de l'air ressemblaient aux turbulences de l'eau. Les spirales qu'on voyait dans les coquillages se retrouvaient dans les plantes, dans les cheveux, dans les tourbillons d'eau, dans les galaxies. Cette intuition d'une unité fondamentale de la nature était juste, même si Léonard n'avait pas les outils mathématiques pour l'exprimer de façon rigoureuse. Les dernières pages de ses carnets, écrites en France dans les années qui précédèrent sa mort, montrent un homme obsédé par des visions apocalyptiques. Il dessinait des déluges, des tempêtes cataclysmiques qui détruisaient tout sur leur passage. Des montagnes s'effondraient, des villes étaient balayées par des vagues gigantesques, des tourbillons d'eau et de vent dévastaient la terre. Ces dessins sont d'une puissance terrifiante. On y sent une angoisse, peut-être la conscience de sa propre fin, peut-être une intuition plus large sur la fragilité de toutes les constructions humaines face aux forces de la nature. Mais ces visions de destruction coexistaient avec des projets constructifs. Jusqu'à la fin, Léonard continua à concevoir des machines, à dessiner des plans de canaux, à imaginer des systèmes pour améliorer la vie des hommes. Il y avait en lui cette double nature, le destructeur et le constructeur, le sceptique et le rêveur, l'homme qui voyait l'insignifiance de l'humanité face à l'immensité de la nature, et l'homme qui croyait malgré tout que l'intelligence et l'art pouvaient embellir le monde. Après sa mort, son héritage fut divisé. Ses tableaux restèrent en France et formèrent le noyau de ce qui deviendrait la collection du Louvre. Ses carnets retournèrent en Italie avec Melzi,
puis furent dispersées à travers l'Europe. Ses inventions restèrent sur le papier. Ses découvertes anatomiques furent oubliées. Pendant près de 3 siècles, Léonard fut surtout connu comme le peintre de la Joconde, et encore, ce tableau n'était pas aussi célèbre qu'il le deviendrait plus tard. C'était un maître respecté, certes, mais pas une figure centrale de l'histoire de l'art. Le XIXe siècle le redécouvrit. Les romantiques aimaient les génies incompris, les artistes tourmentés, les esprits solitaires en avance sur leur temps. Léonard correspondait parfaitement à cette image. On commença à publier ses carnets, à traduire ses notes. On découvrit l'étendue de ses recherches scientifiques. On s'émerveilla devant ces machines, même si on réalisa qu'elles n'auraient pas fonctionné. On fit de lui le symbole de l'homme universel, capable d'exceller dans tous les domaines. Cette image, en partie vraie mais en partie fantasmée, s'imposa durablement. Au XXe siècle, Léonard devint une icône populaire. La Joconde fut volée, retrouvée, exposée dans le monde entier. Elle devint le tableau le plus reproduit, le plus parodié, le plus célèbre de l'histoire. Léonard lui-même devint un personnage de roman, de film, de bande dessinée. On imagina sa vie, ses amours, ses secrets. On créa des théories selon lesquelles il aurait été membre de sociétés secrètes, gardien de mystères ésotériques, dépositaire d'une sagesse cachée. Dan Brown fit de lui un personnage central de son Da Vinci Code, un roman qui mélangeait histoire, ésotérisme et fiction pure de façon souvent fantaisiste, mais qui connut un succès planétaire. Tout cela aurait probablement étonné Léonard. Il n'était pas mystique, il n'appartenait à aucune société secrète. Il était simplement un homme extrêmement intelligent et curieux qui passait son temps à observer le monde et à essayer de le comprendre. Le mystère qui l'entoure ne vient pas de secrets qu'il aurait possédés, mais simplement du fait que nous ne comprenons pas complètement comment il fonctionnait, comment un seul homme a pu s'intéresser à tant de choses et produire des résultats aussi remarquables dans des domaines aussi variés. La science moderne a confirmé certaines de ses intuitions. Ses observations sur l'anatomie étaient exactes. Ses dessins du cœur, des muscles, du squelette sont d'une précision qui impressionne encore les médecins aujourd'hui. Ses réflexions sur la géologie, sur la formation des montagnes, sur l'origine des fossiles, étaient en avance de plusieurs siècles. Ses études sur l'écoulement des fluides anticipaient certains principes de l'hydrodynamique. Mais ces confirmations ne doivent pas nous faire oublier qu'il se trompait aussi sur beaucoup de choses. Il n'était pas un prophète qui aurait eu accès à une connaissance supérieure. Il était un observateur exceptionnel qui posait les bonnes questions, mais qui n'avait pas toujours les moyens de trouver les bonnes réponses. Ce qui reste le plus actuel chez Léonard, c'est peut-être sa méthode. Dans un monde où nous sommes submergés d'informations, où tout va très vite, où nous sommes poussés à des réactions immédiates, Léonard nous rappelle la valeur de l'observation lente et patiente. Il nous rappelle qu'il faut prendre le temps de regarder vraiment, de voir les détails, de se poser des questions. Il nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de frontières étanches entre les disciplines, que la créativité artistique et la rigueur scientifique peuvent se nourrir mutuellement, que l'intelligence est une et indivisible, même si nous la fragmentons artificiellement en spécialités. Léonard nous fascine parce qu'il représente une possibilité humaine que nous avons en grande partie perdue, celle d'être à la fois spécialisé et général, rigoureux et imaginatif, rationnel et poétique. Notre monde moderne valorise l'expertise étroite. Nous formons des spécialistes qui connaissent tout sur presque rien. Léonard était l'inverse. Il connaissait quelque chose sur presque tout. Cette amplitude, cette capacité à embrasser le monde dans sa diversité est devenue presque impossible aujourd'hui
tant le savoir s'est accumulé. Mais elle reste un idéal, une aspiration, un rêve de complétude. Quand nous regardons la Joconde, quand nous feuilletons les reproductions de ses carnets, quand nous lisons les témoignages sur sa vie, nous sommes en contact avec un homme qui vivait pleinement, qui était présent au monde d'une manière rare et intense. Il ne se contentait pas de traverser la vie, il la dévorait des yeux. Il voulait tout voir, tout comprendre, tout dessiner. Cette avidité, cette curiosité insatiable, c'est peut-être le trait le plus admirable chez lui. Il ne s'est jamais arrêté de s'étonner. Même vieux, même malade, même avec sa main paralysée, il continuait à observer, à noter, à réfléchir. La Renaissance italienne a produit beaucoup de grands artistes et de grands penseurs. Mais aucun ne combine comme Léonard cette ampleur de vision, cette perfection technique, cette quête obstinée de la vérité et de la beauté. Michel-Ange était plus puissant comme sculpteur, Raphaël était plus harmonieux comme peintre, Galilée était plus rigoureux comme scientifique. Mais aucun n'avait cette dimension universelle, cet intérêt pour absolument tout ce qui compose l'expérience humaine et naturelle. C'est pour cela que nous continuons à raconter son histoire. Pas seulement parce qu'il a peint quelques chefs-d'œuvre ou parce qu'il a anticipé certaines inventions, mais parce qu'il incarne quelque chose que nous sentons nous échapper. La possibilité d'une vie vécue dans toutes ses dimensions, sans limites artificielles, sans frontières entre les domaines du savoir. Dans un monde de plus en plus fragmenté, spécialisé, compartimenté, Léonard nous rappelle qu'il est possible de rester entier, de garder cette unité intérieure où l'art, la science, la technique, la philosophie ne sont pas des territoires séparés, mais des aspects différents d'une même recherche. Comprendre comment fonctionne ce monde étrange et magnifique dans lequel nous nous trouvons projetés. Sa vie fut une longue exploration. Il passa de ville en ville, de cours en cours, de projet en projet. Il ne s'installa jamais vraiment nulle part. Il n'eut pas de foyer stable, pas de famille traditionnelle, pas d'élèves qui formèrent une véritable école. Il resta toujours un peu étranger, un peu marginal, un peu en dehors des systèmes établis. Cette marginalité fut peut-être la condition de sa liberté. N'appartenant pleinement à aucune tradition, il put inventer sa propre manière de voir et de faire. Mais cette liberté avait un prix. Le prix de la solitude, de l'incompréhension, de la frustration. Combien de fois dut-il expliquer pourquoi il ne terminait pas ses tableaux? Pourquoi il passait son temps à des recherches apparemment inutiles? Pourquoi il dessinait des machines qui ne seraient jamais construites? Combien de fois fut-il déçu par des commanditaires qui ne comprenaient pas sa vision, par des collaborateurs qui ne suivaient pas, par des projets qui échouaient? Nous ne le savons pas vraiment, car il ne se plaignait pas dans ses écrits. Mais on sent parfois, entre les lignes, une forme de mélancolie, le sentiment d'un décalage permanent entre ce qu'il voulait accomplir et ce qu'il parvenait réellement à réaliser. Pourtant, il continua. Jusqu'au dernier moment, il continua à regarder, à dessiner, à penser. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'arrêter. Le monde était trop fascinant, trop complexe, trop beau. Chaque réponse ouvrait 10 nouvelles questions. Chaque observation révélait de nouveaux mystères. C'était un piège magnifique, et Léonard y resta prisonnier toute sa vie, prisonnier consentant, prisonnier heureux peut-être, malgré toutes les frustrations. Quand il mourut à Amboise, en ce début de mai 1519, le monde perdit un homme unique. Il ne laissait pas d'héritier direct. Ses quelques tableaux achevés étaient dispersés dans des collections privées ou royales. Ses carnets étaient un chaos de notes que personne ne comprenait vraiment. Ses inventions n'avaient jamais fonctionné. Ses découvertes anatomiques étaient inconnues du monde médical. Que laissait-il vraiment?
Sur le moment, on aurait pu penser « pas grand-chose ». Un peintre talentueux mais improductif. Un ingénieur plein d'idées mais peu de réalisations concrètes. Un savant amateur qui n'avait rien publié. Mais le temps a montré que ce jugement était faux. Ce que Léonard laissait, c'était quelque chose de plus précieux que des œuvres ou des inventions. C'était un exemple, un modèle, une possibilité. Il montrait qu'on pouvait vivre autrement, penser autrement, regarder le monde autrement. Il montrait qu'il n'était pas nécessaire de choisir entre l'art et la science, entre la beauté et la vérité, entre le rêve et la raison. Il montrait qu'un seul être humain, avec ses limitations et ses fragilités, pouvait néanmoins embrasser une partie significative de la totalité du savoir et de l'expérience humaine. 500 ans ont passé. Le monde a changé d'une manière que Léonard n'aurait pas pu imaginer. Nous avons réalisé certains de ses rêves. Les hommes volent, les machines font des calculs prodigieux. Nous comprenons beaucoup mieux le fonctionnement du corps humain et de la nature. Mais nous avons aussi perdu certaines choses qu'il possédait. Cette capacité à regarder le monde avec des yeux neufs, cette patience dans l'observation, cette liberté de penser en dehors des catégories établies. C'est peut-être pour cela que nous avons encore besoin de Léonard. Pas comme un modèle à imiter servilement, ce serait impossible et absurde, mais comme un rappel, une inspiration, une provocation. Il nous rappelle que la spécialisation n'est pas une fatalité, que la curiosité est une vertu, que l'inachèvement n'est pas forcément un échec, mais peut-être la marque d'une ambition qui va au-delà de ce qui est immédiatement réalisable. Il nous rappelle aussi que la beauté et la connaissance ne sont pas des luxes, mais des nécessités essentielles de l'existence humaine. Alors, pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire, l'histoire d'un enfant illégitime, né dans un village toscan, qui devint l'ami des rois et qui passa sa vie à essayer de percer les secrets de la nature? Peut-être parce que cette histoire parle de quelque chose de fondamental en nous, le désir de comprendre, le besoin de créer, la quête de sens dans un monde qui n'en offre pas spontanément. Léonard consacra sa vie à cette quête. Il n'arriva jamais au terme, mais le chemin qu'il parcourut fut si riche, si dense, si magnifique, que 5 siècles plus tard, nous marchons encore dans ses traces, émerveillés et perplexes, inspirés et humbles devant l'immensité de ce qu'un seul homme parvint à accomplir avec seulement ses yeux, ses mains et son intelligence. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu.